Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Parole d'expert en compagnie aujourd'hui de Margot Sion sur les fondamentaux du management et sur les incontournables à transmettre à vos jeunes managers. Je suis hyper heureux de cette nouvelle session avec vous aujourd'hui. On va avoir 1 heure ensemble, c'est un sujet passionnant, et je vois aussi que, comme d'hab, et on vient d'un peu partout, en France, mais même hors de France avec Guissam de Casablanca aujourd'hui. Donc incroyable. Manuela, île de la Réunion, Saint-Pierre, je me demande si la dernière fois tu étais pas déjà là de la Réunion, ça me dit un truc. Donc, bienvenue aussi à tous ceux ou re-bienvenue à tous ceux qui reviennent pour plus de la première fois, au moins la deuxième fois. Et aujourd'hui, pour ce webinaire, je me dis: «Pourquoi assister à ce webinaire?» Ceux qui sont là, soit, vous êtes un jeune manager ou un junior manager, on va dire ça plutôt comme ça, soit vous avez des junior managers dans votre entreprise, vous sentez qu'ils sont un peu en galère et vous avez envie de leur, donner un coup de pouce, de les aider en leur transmettant les incontournables. Et c'est là où je fais le lien avec la présentation de Margot parce que je suis hyper content d'avoir Margot aujourd'hui avec nous. Elle a accepté de prendre 1 heure de son temps pour nous partager les incontournables à transmettre à vos jeunes managers. C'est notre experte sur notre formation Login sur les fondamentaux du management. Elle fait aussi du coaching chez nous et à chaque fois, en gros, qu'on bosse ensemble, j'ai que des éloges de malade auprès de nos clients. Les derniers, j'ai eu vraiment, j'en ai même fait un post LinkedIn à un moment, pardon, il y a 2 semaines, parce que, j'avais trop d'éloges. Donc, merci Margot et merci de prendre ce temps gracieusement pour partager, tes lumières. Bonjour à toutes et à tous. Hem, bref, une fois que les présentations sont faites, je vais me dire pour commencer Margot, parce que en fait, je vais aller assez vite, direct dans le vif du sujet parce que quand on a préparé le webinaire, tu avais beaucoup, beaucoup de choses à nous partager. Donc je me dis, est-ce que pour commencer, tu pourrais ce qui d'après toi sont les erreurs courantes que tu constates sur le terrain, des jeunes managers, voilà, où tu interviens? Souvent, les jeunes managers, les néo-managers, pour qui c'est la première fois qu'ils sont managers, en fait, ils étaient opérationnels et puis ils prennent un poste avec un rôle de manager. Et la plupart des managers que j'ai rencontrés, ce qui les guide dans leurs premières actions, dans leurs premiers comportements de manager, c'est vraiment finalement un peu la peur. La peur de mal faire, la peur d'être mal vu par son équipe, la peur d'être mal vu par son manager, etc. Et c'est ça qui va générer des comportements qui amènent des erreurs. Les plus courants que je vois, c'est finalement le premier, vouloir tout faire par soi-même. Et derrière, ce qui est guidé, c'est vraiment la peur de ne pas être utile. Comme je disais, souvent, c'est des managers qui étaient très opérationnels. Parfois, d'ailleurs, ils gardent une casquette opérationnelle et donc, c'est difficile pour eux de déléguer, de lâcher des choses et ils ont une tendance à contrôler et à vouloir tout faire eux-mêmes. Sauf qu'ils finissent par s'épuiser, frustrer leurs équipes, etc. Ça doit être typique du manager qui était en fait qui était premier manager parce qu'il cartonnait quand il était opérationnel et boum, il devient manager et en fait, il continue ils disent: «Mais c'est là où je suis bon» et voilà quoi, j'imagine. Exactement. Et en plus, tout à fait. Et souvent, en fait, ils disent qu'ils vont trouver leur légitimité de manager en partageant, enfin, en montrant, en continuant de montrer leur expertise sur ce métier-là, sur ce job-là. Et donc, du coup, ils ont du mal à lâcher ou à faire moins d'opérationnel. Et donc, ils ont tendance vraiment à vouloir continuer à vouloir tout faire pour Ouais, continuer à faire leurs preuves. Ils ont pas. C'est difficile de comprendre que leur rôle change et qu'on n'attend plus exactement la même chose d'eux. Euh, OK. voilà. Le deuxième comportement, enfin, qui amène des erreurs que je vois régulièrement, c'est soit, alors le curseur, soit une tendance à être trop gentil. Le manager qui essaye d'être copain-copain, ça arrive souvent notamment quand il devient manager d'une équipe de laquelle il faisait partie avant. C'était des collègues et ça devient les personnes qui managent. C'est pas facile de trouver cette posture et souvent, par réflexe, par envie de garder des bonnes relations, ces managers-là sont très trop gentils, ils ont du mal à poser un cadre, à faire des feedbacks, etc. Ou à l'autre côté du curseur, ils peuvent prendre un côté petit chef trop autoritaire, une posture très autoritaire, pour dire je peux me faire respecter que si je prends cette posture-là et ces réflexes-là. Et ça me fait penser, j'ai animé pour Fasterclass vendredi dernier des ateliers pour la formation sur les fondamentaux du management. Et on fait un exercice qui s'appelle la matrice d'identité de Robert Dills, où les personnes réfléchissent à leur posture de manager qu'ils veulent incarner, etc. Et grâce à ça, il y en a beaucoup qui se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient justement, alors
ils disaient qu'ils avaient envie d'être plus autoritaires. En tout cas, c'est que justement, ils disaient qu'ils étaient trop gentils, qu'ils avaient peur de dire les choses, ils avaient peur de donner le cadre. Et donc voilà, ils s'étaient rendus compte par eux-mêmes qu'ils faisaient un peu cette erreur de néo-manager. Et tu sais que ça, moi aussi, hein, je l'ai pas mal faite quand on a créé la boîte. Au début, comme j'avais pas envie, je voulais qu'on soit une boîte, sympa, d'y bosser, tout ça. J'avais pas envie d'être un manager à l'ancienne qui micromanage et machin, machin. Moi, je n'osais même plus donner des ordres, quoi. Donc, j'étais vraiment en mode, «Non, mais tu te débrouilles, Full tu fixes autonomie. l'objectif, tu fais ton machin, tout en autonomie» et je donnais vraiment plus de cadre et en fait, c'était limite de l'abandon, quoi, auprès de et il y en a qui étaient vraiment perdus, quoi. Alors que quand tu recrutes quelqu'un au début, c'est normal de devoir cadrer, et au début, j'imagine de donner des ordres et tout ça, voilà, Bah, moi, au ça début, m'avait quand la vraiment personne marqué. arrive et quand, selon son niveau d'expérience aussi, sur ce type de job ou ce type d'environnement, ouais, complètement. Ouais. Ouais, Et ça peut être difficile à faire prendre conscience de ça quand c'est la première fois qu'on est manager. Et ouais, souvent, on projette aussi ce que nous, on aimerait avoir de la part de notre manager, mais on n'a pas tous les mêmes ouais, besoins au même moment, quoi. ouais, c'est clair. Ça, je Voilà. pense que on est peut-être que la génération des néo-managers Mmh, aujourd'hui, mmh. est encore plus sujette à ça, au fait Mmh. de vouloir être trop gentil qu'avant. Ou avant, c'était vraiment, plus cadré peut-être. Ouais, ouais, puis en opposition probablement à peut-être ce qu'ils ont connu eux, donc ils se sont dit: «Bah, je veux tout l'inverse», et cetera, ouais. OK, intéressant. Voilà. Quelle autre erreur je vois souvent? Bah, la classique, mais la difficulté, à faire des feedbacks, voire ne pas en faire. Hem, Par peur d'abîmer la relation, que la personne en face se vexe, par peur de mal le faire et cetera. Du coup, bah, plutôt que de prendre le risque, j'en fais pas. Mais bon, je vais pas passer, la demi-heure à vous démontrer, à quoi argumenter sur l'intérêt du feedback. Je pense que si vous êtes connectés là, vous faites partie des gens qui sont convaincus. Mais pour, un néo-manager, c'est difficile à faire en général. Et puis la quatrième erreur que je vois régulièrement, c'est la difficulté à donner un cap, une vision, sans qu'il y ait besoin que ce soit grandiose, hein, mais pour son équipe. Et c'est vraiment entre passer de la personne opérationnelle qui exécute, qui peut comprendre le global, mais au manager qui a besoin quand même de donner du sens aux collaborateurs et même un objectif d'équipe et un objectif pour chaque personne. C'est vraiment, ça demande un autre état d'esprit, une autre manière de voir et de faire le lien avec l'entreprise. Et c'est pas si évident. OK. Donc si je récapitule, les 4 grandes erreurs, tu vas me dire, Ouais. il y a tout faire soi-même, Mmh. il y a soit être trop gentil, soit trop méchant, enfin Oui. trop autoritaire, mais voilà, c'était ma manière de retenir le truc. Il y a l'absence de feedback. Ouais. D'ailleurs, c'était en donner, mais ça peut être aussi en demander pour continuer de progresser, Ouais. parce qu'on peut ne pas oser en demander, Ouais. quand on n'est pas forcément sûr de soi, j'imagine. Ouais, ouais, complètement. Et après, il y a l'histoire de, pas savoir donner le cap et la vision. Ça, c'est Oui. les 4 gros trucs. OK. Et après, du coup, heu, pour, structurer en tant que manager, tu m'avais parlé de 3 piliers incontournables. Tu avais appelé ça le CAC, je me souviens, Ouais. donc vas-y, je te laisse m'en dire plus là-dessus. Oui, c'est mon petit moyen mémotechnique à moi, hein, ça vient vraiment de moi, le CAC. C'est qu'un manager doit savoir poser le cadre, s'adapter et confiance. Donc c'est vraiment CAC, cadre, adaptation, confiance. Si je parle du premier sur le cadre, le manager, et on l'a un peu parlé d'ailleurs dans les erreurs, mais son rôle, c'est de poser le cadre auprès de son équipe, auprès de chaque personne. Ce que je mets derrière cadre, c'est donner les règles de fonctionnement, les attentes de l'entreprise vis-à-vis du collaborateur. C'est fixer des objectifs. Alors, ça peut être en accord avec chaque collaborateur, hein, il n'y a pas besoin que ça soit fait de manière autoritaire, mais c'est que chaque personne sache ce qui est attendu de lui vis-à-vis de son rôle, ses responsabilités. C'est ce que tu disais, Raphaël, juste avant, tu n'osais finalement pas donner un cadre au départ quand tu as lancé ta Ouais, classe avec les stagiaires, etc., en me disant bah, j'ai envie de rester sympa, j'ai pas envie qu'ils se sentent enfermés, mais en fait, on oublie trop souvent qu'un cadre, ça permet de s'aligner avec la personne et de se mettre d'accord. Et potentiellement, on lui donne l'objectif final, le cadre, et après, elle a la possibilité de faire comme elle veut pour aller jusqu'à cet endroit-là. Mais en tout cas, vraiment poser le cadre, c'est vraiment clé et c'est pas toujours évident pour les néo-managers, et même les managers ouais, plus expérimentés, hein. ouais. Deuxième point, adaptation. C'est la capacité du manager à s'adapter à chaque personne de son équipe, de faire du sur-mesure. Il peut avoir Leïla dans l'équipe qui est
jeune stagiaire, où c'est le premier job, le premier stage, et donc il y a besoin d'un accompagnement fort, et une personne plus expérimentée qui connaît très bien son job, et donc il y a besoin d'un accompagnement moins intensif, moins régulier. Et donc, c'est comment le manager va pouvoir vraiment s'adapter aux besoins de chacun. Et puis, leurs leviers de motivation sont peut-être différents, sont très probablement différents aussi. Donc, c'est comment le manager peut avoir ça en tête. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi, le management, je le vois vraiment comme de la relation humaine. Et donc, c'est comment, en tant que personne, en tant que manager, je m'adapte à chaque personne de mon équipe. Ça, c'est hyper intéressant parce que moi, une des erreurs que j'ai pu, vouloir faire aussi à certains moments, Oui. c'est de me dire, par souci d'équité, ou d'égalité, il faut que je sois pareil avec tout le monde. Mmh. Mmh. Alors en fait non quoi. Les gens n'ont pas les mêmes besoins Mmh. et justement si on veut être c'est pas de l'égalité qu'il faut, c'est de l'équité. C'est-à-dire que ça va être les Ouais. mêmes règles du jeu, mais après on s'adapte aux besoins, Mmh. si je comprends bien quoi. Ouais, complètement. Et une bonne manière, enfin, je me dis, OK, une bonne ma comment, une fois que je vous ai dit ça, comment vous pouvez faire en tant que manager? C'est demander aussi aux collaborateurs de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui est difficile pour eux, qu'est-ce qui est plus facile. C'est eux qui vous donneront les clés de lecture pour mieux fonctionner avec eux. On a tendance à se dire, encore une fois, que l'autre personne en face, elle fonctionne comme nous et qu'on fonctionne tous pareil. Non, en fait, c'est que chaque personne de votre équipe qui pourra vous aider à mieux le manager, mais du coup, c'est important d'engager le dialogue avec cette personne-là sur ces sujets-là. Ouais. Et ça fait partie, par exemple, quand vous avez une nouvelle personne qui arrive dans votre équipe, dans la partie onboarding, il y a vraiment un échange à avoir autour de OK, qu'est-ce que tu attends de ton manager, comment moi je te propose de fonctionner ensemble, et de se donner ce cadre managérial, mais très sur mesure aussi, quoi. Mais ça prend du temps, bien sûr, en tant que manager. Ouais, c'est clair. Et troisième pilier, du coup, la confiance. Alors, ça peut paraître un peu galvaudé, et même moi, j'ai une tendance à lever les yeux au ciel quand j'en parle, mais en même temps, j'y crois vraiment. C'est comment on peut mettre en confiance chaque personne de l'équipe pour qu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour tenter des choses expérimentées, tout en connaissant, bien sûr, encore une fois, le cadre, le premier C de CAC. Euh, Avec, moi, une étude que j'utilise souvent quand même en exemple, c'est autour de la sécurité psychologique. C'est l'étude du projet Aristote réalisé par Google. On pense ce qu'on veut, que c'est Google, les Américains et tout. Mais en tout cas, ils ont mené une étude en 2012, il me semble, pour comprendre parmi les équipes les plus performantes, leurs équipes les plus performantes, qu'est-ce qui expliquait cette performance la plus importante. Et ce qui est ressorti, c'était pas tant les c'était pas tant le CV, enfin les expériences, les diplômes des personnes, etc. C'était plutôt la capacité à se faire confiance et avoir une forme de sécurité psychologique au sein de l'équipe. Sécurité psychologique, ça permet vraiment aux personnes euh, d'être concentrées sur ce qu'ils ont à faire, et pas d'avoir des comportements d'autoprotection qui fait baisser cette performance-là. Donc voilà, le troisième pilier, c'est vraiment autour de la confiance et cette sécurité psychologique. Ça me fait penser à 2 choses. La première chose, c'est sur, le projet Aristote. C'est marrant, je suis en train d'écrire un article, pour Courrier CAD là. Ouais, Et ok. du coup, je parle de ce projet-là, Mmh. dedans. Donc, c'est marrant, ça on était pas du tout pareil, mais voilà. Et c'est vraiment un projet qui était énorme. Enfin, pour que les Ouais, gens se rendent bien compte, ils ont interviewé, enfin ils ont pardon, pas interviewé, mais ils ont fait l'étude sur, plus de 180 équipes oui, au oui. sein de Google, Mmh, avec, 9 personnes en moyenne dans chaque mmh, équipe. Et eux, ils pensaient que les leviers de performance, ça allait être, avoir un manager expérimenté, avoir, des individus performants individuellement, et cetera. Et en fait, les conclusions n'ont pas été celles qu'ils attendaient. Donc oui, c'est pas comme s'ils avaient voulu montrer ça et qu'ils avaient fait un ouais, truc, raison. voilà quoi. Mmh, Et que la sécurité psychologique, je crois qu'ils avaient défini ça un truc, enfin une partie de la définition, c'était de, d'être en sécurité sur le fait de dire, ce qu'on a bien fait ou mal fait, et de pouvoir, ouais, en des discuter erreurs, ouais. librement sans avoir peur de sanctions, quoi. Mmh, mmh, Pas avoir peur de sanctions, enfin voilà. oui, tout Mais, à fait. donc ça, c'était le premier truc que je voulais partager pour réagir à l'étude d'Aristote. Et la deuxième sur la confiance, du coup, on a fait récemment un test, de confiance lié au je sais plus si je crois que c'est à l'avant-dernier webinaire Parole d'expert, donc vous pouvez le OK, retrouver d'ailleurs sur notre site web. C'est complètement gratuit. Et c'est pour, tester la confiance que vous avez parfois, vous, soit en tant que manager, la confiance que vous suscitez vis-à-vis de quelqu'un, soit la confiance que vous pensez que la personne peut avoir en vous, soit la mmh, confiance au niveau de l'équipe. Il y a 3 types de confiance qu'on peut tester. Et donc allez-y, ça reprend, l'équation de la confiance de, Charles Green qui avait écrit ce truc dans The Trusted Advisor, un livre qui est paru en 2000.
et qu'on a amélioré avec Philippe Boyer. Et donc, Mmh. voilà, vous pouvez noter, c'est confiance égale compétence fois fiabilité fois qualité de la relation divisé par égocentrisme. Mmh. Et vous notez sur 10 chaque critère et vous avez votre score sur 1000 et vous allez voir que c'est assez puissant et ça permet de se rendre compte de qu'est-ce qui crée vraiment la confiance et où est-ce qu'on peut bosser pour, l'améliorer. Enfin bref. Ah bah, voilà, bah, Manuela en plus a fait le test, suite au webinaire il y a 2 fois. Super Manuela, on a un petit témoignage en live. Trop, trop cool ces 3 points donc si les 3 piliers: cadre, adaptation, confiance. Voilà Cadre, et adaptation, c'est confiance. ouais et moi, par exemple, quand je commence un coaching avec un manager, j'aime bien, faire un diagnostic avec mes questions pour voir où il en est sur, ces 3 points, pour pouvoir voir, ce qu'il faut accompagner en particulier. OK, trop, trop bien. Et donc maintenant qu'on a fait les erreurs et après les 3 pieds pour structurer, c'est c'est cool. On va passer à la partie que je préfère. C'est maintenant comment on peut, s'améliorer là-dessus et s'assurer de que les piliers soient bien grâce à des outils. Donc si tu Mmh. as genre 3 outils à nous partager, ton top 3 des outils, lesquels ce seraient? OK. Top 3 des outils que les managers, les néo-managers, peuvent utiliser, pour être bien dans leur rôle de manager, hein, c'est ça? Ouais, ouais, exactement. Mon premier, c'est vraiment la fiche de rôle. On l'appelle comme on veut, c'est pas vraiment une fiche de poste, attention, c'est pas celle, qu'on écrit, pour recruter et cetera. C'est vraiment la fiche de rôle parce qu'elle est évolutive par rapport à la fiche de poste. Elle est vraiment propre à chaque personne, à là où est la personne en est à l'instant T. La fiche de rôle, l'idée, c'est d'avoir un référentiel commun entre le manager et le collaborateur sur quel est le rôle et les responsabilités de la personne, quels sont ses objectifs et sur quelles compétences la personne doit encore se développer. Euh, Moi, je suis toujours, franchement, c'est un outil que j'utilise et qu'on partage à toutes nos formations sur les fondamentaux du management et je suis toujours étonnée de l'impact que ça peut avoir. Ça peut paraître scolaire de devoir le faire comme ça, mais en fait, ça permet de s'appuyer sur une base pour faire des feedbacks et des retours à la personne sur son job. Ça évite par exemple des situations désagréables en fin de période d'essai. Vous savez, cette situation que sûrement vos managers ou même vous avez peut-être connue, où à la fin de la période d'essai, on ne sait pas trop si on a envie de valider, enfin on sent qu'on n'a pas trop envie de valider par exemple la période d'essai et où on voudrait la renouveler, mais on n'a pas forcément suffisamment cadré les objectifs, etc. avec la personne, et donc c'est difficile de faire un retour très cadré, très structuré, et sur quoi s'appuyer de manière concrète. Et donc du coup, c'est un peu difficile de faire ce renouvellement de période d'essai. Et ben, si vous aviez fait la fiche de rôle au démarrage, ça permet de s'appuyer sur ce qu'on s'était dit avec le collaborateur, ce que le manager s'est dit avec le collaborateur dans la fiche de rôle. Et donc cette fiche de rôle, encore une fois, ça reprend vraiment le rôle, les responsabilités de la personne, ses objectifs actuels et ses objectifs de progression et les compétences qui sont attendues. Euh, OK. Ça vraiment, ça permet vraiment de poser le cadre, quoi. ouais, Si on revient en poser, plus d'ailleurs sur les piliers avant, cadre et d'ailleurs adaptation aussi un petit peu. exactement, ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, le collaborateur, il sait, et vous êtes mis d'accord sur quoi il doit travailler, sur quel projet il est attendu, quel objectif, etc. Euh, à initialiser, ça peut paraître un peu rébarbatif, un peu scolaire, mais ça fait vraiment la différence. Moi, je me souviens, j'ai coaché une personne dans une entreprise et ensuite j'ai animé dans cette même entreprise et elle a participé à une formation sur le feedback. Et témoignage en live qu'elle m'a fait que j'ai beaucoup apprécié, on parlait du coup des feedbacks et elle m'a dit que la fiche de rôle, ça avait été son outil le plus utile pour faire des feedbacks derrière parce qu'il y avait du concret sur lequel s'appuyer. OK. Alors je te fais une petite pause sur la fiche de rôle Mm. parce qu'il y a des petites, questions là-dessus. Ouais. Alors paf, je t'en projette la première de Chloé, c'est: «Est-ce que cette fiche de rôle peut se décliner pour un plan de progression du collaborateur? C'est-à-dire définir des jalons sous 1, 3, 6 mois?» Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans la fiche de rôle, sur les objectifs, c'est hyper clé de mettre comme tout objectif, hein, mais de mettre une Une date. temporalité et on réévalue régulièrement. Donc, ça peut être de fixer des objectifs à 3 et 6 mois, par exemple. Tout à fait. Ça peut fonctionner. OK, trop bien. Et j'ai une autre question de Yves, qui nous dit: «Est-ce qu'on peut avoir un exemple de fiche de rôle dans un lien SVP?» Alors Yves, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. C'est qu'à la fin, du webinaire, pour tous les participants, on vous enverra un exemple de fiche de rôle, réalisé par Margot. Mm. Donc comme ça, vous pourrez, faire, vos fiches de rôle ou transmettre les fiches de rôle à vos junior managers pour qu'ils puissent, s'en saisir et faire ça avec leurs équipes. Et j'en profite pour un dernier truc.
qui est une question de Tamara, qui dit: «Merci de nous donner le lien du test». Donc là, je pense que c'est le Ah oui, test sur la oui, confiance. oui. Alors on va partager le lien. Là, je suis en webinaire, donc je vais pas forcément soit, mes associés vont le partager dans le chat maintenant, soit on vous fera pareil, on vous le mettra dans le mail récap, suite au webinaire. Hop là, fin de la petite parenthèse, il y avait 3 petites questions à traiter, comme ça c'est réglé. Hem Et donc on avance. Donc il y avait les outils, il y a le premier truc, la fiche de rôle, outils clés, et qui actionne surtout sur la partie cadre et Mmh. d'ailleurs aussi un peu confiance adaptation parce qu'on n'est pas dans le flou. Top. Maintenant, s'il te plaît, est-ce que tu me donnais 2 autres outils, Margot? Ouais, le deuxième, c'est le management situationnel de Dominique Tissier, qui fait le lien entre comment j'adapte mon management au niveau d'autonomie de chaque personne de mon équipe. Euh, En fait, il partage un cadran avec 4 niveaux d'autonomie et un cadran avec 4 modes de management qui correspondent à chacun de ces niveaux d'autonomie. C'est un cadre. En effet, l'idée, c'est d'avoir le réflexe en tant que manager de se poser la question, OK, quel est le niveau d'autonomie de chaque personne de mon équipe? Et ce que lui donne comme définition d'autonomie, c'est l'addition de les savoir-faire, les compétences de la personne au sens large, savoir-être aussi, etc. Et donc ce que la personne sait faire, peut mobiliser, et son envie de faire, ce qu'il veut faire, donc sa motivation, son engagement. Et c'est la combinaison de ces deux-là qui donne son niveau d'autonomie. Ce qu'il explique, c'est que le niveau d'autonomie, c'est vraiment c'est à regarder pour chaque objectif de la personne, chaque projet de la personne. C'est pas forcément à regarder pour la personne dans son ensemble. Dans le sens où, par exemple, moi, je peux être très autonome sur un des projets parce que je suis expérimentée sur ce sujet-là, mais moins autonome sur une thématique, sur un autre projet que je découvre. Et donc, le mode de management à adopter est différent pour la même personne, avec moi par exemple, selon les projets. J'aurais besoin sur le projet où je suis moins autonome de plus d'accompagnement de la part de mon manager. Donc vraiment, comme deuxième outil, moi ce que j'aime bien, c'est que ça donne un cadre et ça donne un rappel au manager de l'importance d'adapter son mode de management à chaque personne et notamment au niveau d'autonomie de chaque personne selon ses différents projets, responsabilités, objectifs. En gros, Voilà. alors pendant que tu parlais, je faisais un petit résumé visuel parce que j'avais pas de visuel de prévu, mais vous Ouais. savez tous sur LinkedIn que je fais pas mal de post-it. Ouais, j'ai pris un petit Mmh. post-it là et en gros, ce que tu disais, c'est en fonction de la personne, est-ce qu'elle a des compétences, oui ou non? En gros, c'est-à-dire est-ce qu'elle est savoir-être, savoir-faire, c'est ça dont tu parlais, si je résume? Mmh. J'essaie de mettre juste un mot, c'est pour ça et après il y a la motivation. Ça, on va dire ça Ouais, comme ça, grosso modo, c'est ça, exactement. grosso modo? C'est ça. OK. C'est le niveau d'autonomie. Enfin, les axes, c'est pas exactement ça. Mais en fait, le niveau OK. d'autonomie, en effet, pour placer le niveau d'autonomie, il faut regarder ces deux points-là. Et après, à chaque cadran, il y a aussi un mode de management le plus efficace. OK. Donc par exemple, Voilà. quelqu'un qui est Ouais, ni voilà. motivé ni compétent, faut être, j'imagine, méga directif. Ouais, Et exactement. quelqu'un qui est, méga motivé et méga compétent, là, tu vas laisser masse d'autonomie, si je Ouais, résume. exactement. Ouais, exactement. OK, Donc, par OK. exemple, celui qui est très peu autonome, très peu compétent, enfin, qui a peu de compétences sur ce sujet-là, c'est quelqu'un où on va devoir lui donner, par exemple, fixer ses objectifs. C'est nous qui lui donnons ses objectifs. C'est souvent quand même les stagiaires, etc. Alors que quelqu'un de très autonome, par exemple, dans la démarche de fixation d'objectifs, on lui propose plutôt que lui nous fasse des propositions d'objectifs en tant que manager et on a un échange avec lui. Vous voyez? OK, ouais et c'est hyper important ce que tu as dit. Tu as dit: «Sur ce sujet-là», donc c'est-à-dire que c'est un c'est pas sur une personne, c'est on Ouais, identifie une personne et un projet. C'est le couple, personne exactement. plus Ouais, projet oui, et on check, ces points-là, quoi ouais, complètement. et on adapte le management là-dessus. OK, Mm. trop, trop bien. Trop, trop, trop bien. Peut-être qu'on je sais qu'on a des fiches, on n'avait pas forcément prévu. On pourra peut-être mettre une petite fiche, management situationnel du coup pour clarifier parce que j'ai mis des mots un peu, j'ai un peu vulgarisé avec ma compréhension, mais c'était pas les meilleurs mots possibles. J'ai vu que tu as un peu tiqué, donc histoire de rétablir la vérité, mais On va mais partager le voilà, schéma si tu veux. qu'on partagera après le webinaire. OK, trop bien. Et 3e, je me note Ouais. aussi de faire ça d'ailleurs et le Mm. 3e outil, si tu veux bien Ouais. m'en partager un 3e du coup? Le troisième outil, c'est autour du feedback. Et en même temps, c'est pas complètement un outil, mais que j'ai envie de partager, parce que justement, je trouve que le feedback, les formations autour du feedback, c'est souvent très orienté outil. Je te donne des trames et ça va t'aider à faire les feedbacks.
Moi, je trouve que quand on parle de feedback, il ne faut pas seulement parler outils, mais aussi posture. Et regarder pourquoi finalement on a tous tendance à ne pas faire des feedbacks. Il ne faut pas sous-estimer les freins qu'on a tous à faire des feedbacks. Et donc, il existe plein de trames, desk, autour de la CNV, OSBD, etc. Il existe plein de trames qui sont intéressantes et importantes d'avoir en tête pour aider à préparer son feedback et le faire le plus fluidement possible. Mais vraiment, ce qui va aider les managers à quand même réussir à être plus proactifs dans les feedbacks, c'est de prendre conscience de quels freins j'ai en tant que manager à faire des feedbacks. Et là-dessus, moi, j'aime bien le modèle de Kim Scott autour de Radical Candor, qui donne notamment d'autres choses aussi dans son livre, hein, mais notamment les freins autour de dans notre communication et autour de faire des feedbacks. Voilà sur un peu mon troisième Ok, outil. Je trouve trop intéressant bien. pour les managers. Et c'est vrai que ouais, le feedback, c'est vraiment un truc de. Moi, c'est un truc de malade. J'ai été transformé par notre formation au feedback d'ailleurs, qui a même qu'on a modifié notre gestion de la boîte chez Fasterclass. En gros, il y a les deux plus grands gourous du feedback, on va dire. Il y a Radical Candor aux US et il y avait Stéphane Moriou en France et du coup en Europe qui a écrit un bouquin sur ce feedback, le pouvoir des conversations, etc., qui est juste top. Et d'ailleurs, avec Stéphane, on a fait un bot qu'on a appelé Feedbackinator pour vous entraîner qu'on a nourri avec la formation de Stéphane et toute la matière première, pour vous entraîner à donner des feedbacks et à formuler correctement et éviter que ce soit, parce que c'est aussi ça un des écueils, c'est éviter que ce soit, je sais pas, des compliments, des reproches, des ordres déguisés, des critiques, mais pas du feedback en fait. Donc voilà, et après faire des feedbacks positifs et correctifs. Enfin bref, le feedback c'est un sujet, on croit que c'est si simple, et en fait ça peut vite devenir un truc de ouf. Mais c'est clair que maîtriser le feedback pour un jeune manager, c'est à la fois un formidable moyen de développer ses équipes en leur faisant des feedbacks et aussi un formidable moyen de se développer soi-même en demandant et de grandir en tant que manager. Donc, on vous fera aussi une fiche récap sur le feedback. C'est YOLO ce webinaire. Les Toujours fiches plus, récap de Raphaël. partout. Tu nous rajoutes du travail toutes les minutes. Ouais. Allez, je me note ça, fiche feedback. Allez, c'est parti. Vous avez fiche feedback et feedbackinator aussi si on y est. Allez. Comme ça, c'est cadeau. Ok, donc ça fait 3 beaux outils quand même. Fiche de rôle, management situationnel et feedback. Et je vois qu'on a eu des petites questions supplémentaires. Alors, on a sur la fiche de rôle, on a Dominique qui nous dit question de Marie, ok. Fiche de rôle versus objectif annuel, 4 points d'interrogation. Je sais pas La si c'est différence bon. entre les deux. Ok. Les objectifs annuels, souvent, alors je ne sais pas si Dominique, tu es RH ou manager, mais on va dire ça entre nous, les objectifs annuels, souvent, et ça dépend des entreprises, les collaborateurs le voient un peu comme une obligation, les managers aussi d'ailleurs, et il n'y a pas toujours de discussion complètement vraie et honnête autour de ça, parce que derrière les objectifs annuels, il y a souvent des primes, etc., des augmentations aussi qui sont en jeu. L'idée de la fiche de rôle, c'est de pouvoir avoir des objectifs qui sont adaptés tout au long de l'année et qui peuvent être plus informels, entre guillemets, que les objectifs annuels qui ne vont pas impacter la rémunération de la personne. Pour autant, ça la fait progresser, ça la fait être meilleure dans son job. Donc, indirectement, ça va l'aider aussi à atteindre ses objectifs annuels. Mais l'idée de la fiche de rôle, c'est vraiment d'avoir un suivi régulier. Donc moi, je recommande vraiment d'actualiser avec le collaborateur la fiche de rôle au moins tous les trimestres. Ça évite aussi les objectifs annuels qu'on sort 1 à 2 fois par an et on se rend compte à la fin de l'année qu'ils sont plus d'actualité. Ah mince, comment je vais évaluer mon collaborateur, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire alors que sur 5 objectifs, il n'y en a plus qu'un qui est encore d'actualité, quoi. Et donc la fiche de rôle, ça permet vraiment d'avoir une discussion autour d'objectifs tout au long de l'année qui soit actualisée, des conversations plus régulières. Trop bien. Et d'ailleurs, l'évaluation annuelle, c'est vraiment un temps dans l'année ou parfois 2. Et le fait d'avoir un truc comme ça régulier sur la fiche de rôle, et d'ailleurs aussi où le feedback va rentrer en jeu, Oui. c'est hyper important de faire la distinction entre feedback et évaluation, hein, parce qu'en fait, quand on reparle de la fiche de rôle ou quand on se donne des feedbacks, il n'y a pas d'enjeu d'un point de vue évaluation, et au contraire, c'est juste on progresse et il n'y a pas de tension liée à de la rémunération, il n'y a pas de tension liée à tout ça. Et le but, c'est juste d'avoir, lors des objectifs annuels, la meilleure évaluation possible
grâce à cette en fait, c'est un outil pour, performer lors de l'évaluation annuelle, on peut dire ça comme ça, quoi. Oui, tout à fait. Et qui va venir nourrir. Et puis l'entretien annuel, du coup, il sera beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide parce qu'on se sera dit déjà beaucoup de choses tout au long de l'année. Il n'y a pas de découverte ou de grosses surprises compliquées d'un côté comme de l'autre. Ouais, ouais, trop bien. Alors là, j'ai une autre question de Chloé. Il y a peut-être un petit besoin de clarif, Ouais. sur elle me dit: «Si la personne est autonome dans la réalisation des tâches, mais découvre l'activité, ne peut pas vraiment fixer cet objectif lui-même, si?» Mmh, alors, il découvre l'activité, mais alors, je relis. Donc, si la personne est autonome dans la réalisation des tâches, mais il découvre l'activité. Alors, en même temps, je ne sais pas si je comprends bien la question. Je vais essayer de formuler ce que j'ai compris. La personne, par exemple, elle est sur une nouvelle activité, un nouveau projet, mais elle est autonome sur la réalisation des tâches à faire dans ce projet, mais le contexte du projet est nouveau pour cette personne. C'est ça, tu comprends aussi, Raphaël, ou pas? Heu, je pense moi, j'ai l'impression que que la question, c'est lié à un contexte de, on a pris quelqu'un peut-être d'expérimenté qu'on a recruté et qui Ah, découvre l'activité de la boîte, mais qui, en soi, sur les tâches, elle est censée être autonome. ah, Je ok. sais pas si Bah alors, dans ce cas-là, moi, je la mettrais de ça, si c'est ce que Raphaël vient de dire, je mettrais la personne sur le niveau 3 d'autonomie, sur 4 du coup. Donc c'est une personne qui, en effet, connaît plutôt bien, qui a plutôt les compétences, qui est plutôt autonome, mais elle découvre pendant un temps ce contexte-là, cette entreprise. Du coup, la personne, en effet, elle a intérêt à être accompagnée, de manière plus forte, par son manager que ce dont elle aurait besoin normalement. Mais ça peut être de l'ordre de 15 jours, 1 mois, 3 mois, le temps de la période d'essai. Et puis hop, après, on peut considérer que la personne, elle est très autonome. Du coup, elle est passée au niveau 4 et du coup, le mode management se fait beaucoup plus libre aussi. ou même, j'imagine qu'on pourrait, dès le début, dire, avec la personne de manière très claire: «OK, on va faire une semaine où on va te montrer tout ça, de Complètement. manière tac et donner de la visibilité en disant que ça va changer ensuite, mais c'est le temps de qu'elle découvre l'activité, quoi, Ouais, complètement. Tu et as raison de prévenir la personne. Oui. qu'elle passe les niveaux très vite, boum, 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 elle fait 1, 2, 3, 4, Ouais, tout à OK, fait. top. Ah bah, Chloé nous dit: «OK, c'est clair, merci». Ok. Génial. Merci, Chloé. Ouais, merci Chloé. Hem, alors il y a peut-être des petites questions. Je regarde Dominique, DRH, objectif avec développement et compétences. OK, bon, je vais te lancer sur un autre sujet, je ferai le tri ensuite sinon, Ok. OK, donc on a fait les erreurs classiques, les 3 piliers, avec le CAC, les 3 piliers Mm, essentiels et 3 outils essentiels, donc fiche de rôle, management situationnel, mm, feedback. Maintenant, j'aimerais qu'on discute de, hem, c'est cool, on a donné plein de choses pour aider ces jeunes managers. Il se passe quoi si on les aide pas? C'est quoi les risques? J'allais pas dire jusqu'à conséquences parce que ça fait vraiment immédiat, mais quoique. ouais. Mais au moins les risques si, Ok. oups là, j'ai oublié d'enlever le truc de Chloé. Voilà, donc c'est quoi les risques si on n'aide pas nos junior managers? Ouais. Apprendre à prendre leur nouveau rôle. Alors, je veux pas sembler dramatique, mais le risque, c'est à la fois pour l'entreprise, pour son équipe et pour lui, parce qu'il y a vraiment un effet domino. Si lui se sent pas bien dans son rôle, bon, forcément, il va impacter l'équipe. Moi, le plus loin, ça peut être, alors j'allais dire cracher l'équipe, je sais pas, mais vous savez, il y a cette phrase qui a été montrée par des différentes études que on quitte pas son entreprise, on quitte son manager. Je sais pas si vous, ça vous est arrivé, mais enfin, moi, quand je vois mes expériences, en fait, quand j'étais salariée, c'est quand même beaucoup ça, c'est vrai. Euh, et il y a vraiment un effet domino. Le manager qui n'est pas accompagné, souvent, il fait mal, mais aussi, mais pas par volonté de mal faire. Franchement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont envie de faire du mal et eux-mêmes d'être mal. C'est juste qu'ils ne savent pas comment faire, ils sont un peu paumés. Et du coup, ils n'ont pas de repères. Et donc, ils vont être maladroits avec leur équipe, ils peuvent se rendre compte qu'ils ne sont pas très bons, donc ils vont avoir des comportements de petits chefs, etc., qui va crisper aussi leur équipe et où du coup, tout le monde sera en souffrance. C'est vraiment l'effet domino et vous avez intérêt à accompagner les managers pour finalement diffuser au global cette culture managériale que vous souhaitez avoir pour votre entreprise. Moi, le nombre de fois où j'ai discuté d'un côté avec les RH qui me disaient ce manager-là, il ne se remet pas en question, il ne se questionne pas, il n'arrive pas à voir pourquoi son équipe a du mal avec lui, etc. Et après, je discutais avec le manager qui me dit franchement, au secours, je suis paumée, je ne sais pas quoi faire. Et voire être en pleurs avec beaucoup de souffrance derrière, quoi. Voilà, donc pour moi, c'est un peu le risque qui, en tout cas, est le plus dur, je trouve. OK, OK, bon, très clair. Donc, une fois qu'on entend ça, on se dit: «Bon, bah, faut faire quelque chose». Ouais, Je me dis c'est et donc logique.
OK, donc maintenant je passe à l'étape d'après avec toi. Oui. Imaginons que, là aujourd'hui je suis RH, Mmh. quelles actions je peux entreprendre en tant qu'RH pour aider mes junior managers? Mmh. Je dirais le premier moment, l'étape clé, c'est le moment d'onboarding. Alors il peut y avoir ce qui se fait avant l'arrivée du manager dans l'entreprise ou dans sa prise de poste, mais parlons juste de l'onboarding, le moment d'intégration de ce rôle, hein, même si c'est une promotion interne. Il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre à disposition des nouveaux managers. Déjà, c'est ce que j'appelle un playbook ou un livret ou un document qui partage dedans le rôle attendu d'un manager dans votre entreprise. Un bon manager chez votre entreprise, c'est quoi? Il a quel comportement? Il met en place quel rituel? Est-ce que c'est des points individuels avec chaque personne de son équipe? À quel rythme? Est-ce qu'il y a des moments d'équipe, etc. C'est lui donner des guidelines, des indications pour lui donner des points de repère déjà sur ce qu'il doit mettre en place au démarrage, quoi. Ensuite, ça peut être un parcours de formation pour lui donner les fondamentaux du management. Donc, avec des outils comme on a parlé, la fiche de rôle, le management situationnel, pour qu'il puisse avoir finalement vraiment posé les piliers du CAC et comment j'accompagne bien individuellement les personnes de mon équipe et comment j'accompagne bien le collectif, l'équipe au global en tant que manager. Voilà. Et pendant l'onboarding, il y a aussi tout le travail de comment vous préparez son propre manager à l'accompagner dans ce nouveau rôle de manager. Et il y a aussi la possibilité de créer des espaces de partage d'expérience entre nouveaux managers. Ça peut être des groupes de co-développement, par exemple. Moi, c'est ce que j'avais mis en place quand j'étais responsable du développement des managers dans une mutuelle. On avait formé plusieurs personnes, plusieurs managers dans chaque région de la mutuelle au co-développement, à animer des groupes de co-développement. Alors pour ceux qui ne savent pas, les groupes de co-développement, c'est vraiment des groupes de pairs, des personnes qui se rassemblent pour progresser ensemble sur des problématiques, la managériale en l'occurrence. Et grâce à l'intelligence collective, les personnes ressortent avec un plan d'action et une manière de débloquer leur situation. Et donc, j'avais mis en place, donc on avait formé dans chaque région des personnes, des managers en capacité d'animer ce groupe de co-développement. Et du coup, on avait permis à des managers volontaires de s'inscrire à ces groupes de co-développement et à partager leurs expériences et leurs situations. Et ça avait aussi l'avantage à la fois de débloquer des managers entre eux, finalement, grâce à l'intelligence collective, à leur partage, et aussi à désiloter des directions, des départements, parce que justement, ils se mélangeaient, il y a des managers qui se mélangeaient dans ces groupes de co-développement, et donc du coup, ils avaient plus le réflexe de s'appeler après, même pour d'autres sujets, alors qu'avant, ils ne se parlaient pas beaucoup, quoi. Bon, Mais voilà, ça, donc, c'est trop bien, quoi. Le codev, nous, on en ouais. a fait, pendant 3 ans parce qu'on a été lauréat du réseau entreprendre avec Masterclass et donc Ok. tous les mois, on avait un codev avec notre groupe d'entrepreneurs et on prenait la problématique et c'était une problématique tournante, pour, aider, chacun un peu à tour de rôle. C'est quelqu'un qui avait une urgence, il dit: «Bah, là, moi, ma problématique» et c'était juste trop puissant, quoi. On faisait ça, on se faisait une bonne bouffe, on faisait ça à l'heure du déj trop bien. Donc pour créer une communauté, se partager, nos problèmes, que les uns réfléchissent aux problématiques des autres et tout et on était des entrepreneurs sur des problématiques, très différentes, quoi. J'avais des gens, j'étais avec ceux de Weekendoo qui font les ateliers, d'autres qui étaient dans la pet food, d'autres qui étaient sur des créateurs de sites web. Enfin, il y avait vraiment tout type de trucs et pourtant, bah, en tant que, bah, de créateur d'entreprise, on avait des problématiques similaires de recrutement, de plein de choses. Hem Et en tant que que junior manager, ça va être la même chose, quoi. Même si ça permet à la fois de créer une communauté, de désiloter et de, eux, résoudre on va dire des pain points, désolé pour l'anglicisme, heu, en en tant que jeune manager et de créer une communauté de confiance, quoi. Vraiment trop, trop bien le codev. Donc, OK, recommandation pour les managers. ouais, Euh, trop cool et et donc, je retiens aussi pardon je rebondissais aussi sur quand tu as dit, sur l'onboarding. oui, Tu as dit un truc, que je trouve top, c'est que tu as dit, l'onboarding, c'est pour tous les managers. C'est l'onboarding dans ce rôle de manager. oui. C'est-à-dire que c'est pas que, l'onboarding quand tu recrutes quelqu'un. Là, c'est quelqu'un qui est promu manager, tu lui fais son onboarding de manager, quoi. Ouais, exactement, parce que c'est un nouveau job, c'est comme un nouveau job pour lui en fait. Ouais, Donc, même s'il connaît l'entreprise, il connaît même peut-être son équipe, dont il devient manager, il doit apprendre plein de nouvelles choses. Et donc, du coup, c'est comment on l'intègre, on l'aide, on le supporte, on l'appuie dans ce nouveau rôle.
Et donc, voilà, dans l'onboarding, ça va pour moi le playbook dont je vous parlais, le parcours et créer des espaces de partage. C'est des choses qui peuvent beaucoup aider dans l'onboarding. OK, trop bien. Euh, Heu, donc ça, c'est un peu la première action RH que j'avais en tête. Enfin, c'est au moment de l'onboarding, il y a plusieurs actions RH possibles. Après, je trouve que la question qui se pose, c'est comment au quotidien, les managers gardent et entretiennent, développent ces bonnes pratiques managériales pour garder la culture managériale que vous souhaitez. Bon, il y a la possibilité de partager, par exemple, des ressources inspirantes autour du management, des podcasts, des livres, etc. Après, il y a les aussi les fiches que Fasterclass va vous envoyer après le webinaire. exactement, tout à fait, j'aurais dû y penser. Merci Raphaël. Il y a aussi, et on sous-estime ça, l'exemplarité de leur propre manager. Et ça, c'est en tant que RH, comment vous faites en sorte que les managers du plus haut aient aussi les comportements managériaux attendus, et c'est pas toujours évident, pour qu'ils donnent l'exemple. Parce que moi, le nombre de formations que j'ai animées où on me dit oui, mais est-ce que mes propres managers vont suivre cette formation? Ils sont pas exemplaires non plus. Et du coup, ça tue un peu le discours et l'intention souhaitée pour ces nouveaux managers. Et puis, il y a proposer des modules, des formations, peut-être plus court terme que sur le parcours fondamentaux à l'onboarding, mais tout au fil de l'eau, pour à la fois faire des piqûres de rappel, pour continuer à faire du lien entre les managers, et à des moments clés du parcours managérial, du parcours collaborateur de l'année. Par exemple, avant les entretiens annuels, souvent, notamment quand c'est la première fois que les managers le font, ça peut les faire un peu stresser parce qu'il y a des discussions autour de la rémunération, il y a des feedbacks à faire, il y a des évaluations sur les objectifs, etc. à faire à ce moment-là. Et donc, du coup, avoir un ou des modules très concentrés, par exemple, sur les entretiens annuels avant cette période-là, c'est intéressant. Et ça peut être quelque chose que les RH animent. Hein, voilà. Donc, il y a ces actions-là aussi tout au fil de l'eau. Et puis, vraiment accompagner dans la durée en tant que RH. Moi, je connais des entreprises qui font où chaque RH font un point individuel avec chaque manager tous les trimestres, par exemple, voire il y en a qui font tous les mois. Après, c'est une question de temps aussi et de nombre de RH pour l'ensemble de l'entreprise. Vous pouvez mettre en place du mentorat aussi entre managers plus expérimentés et un manager moins expérimenté, sachant que c'est bien s'ils ne sont pas dans la même direction, s'il n'y a pas de lien hiérarchique ou s'ils ne travaillent pas régulièrement ensemble entre leurs entités quand même. Et puis, ouais, voilà, c'est déjà un peu ce que vous pouvez commencer à mettre en place. Ça fait déjà ça fait déjà pas mal de trucs à mettre en place, ouais. Là, je pense qu'il y a de quoi faire, pour, si vous avez déjà tout mis en place, je pense que vous êtes dans le top 1 Ouais, c'est pas mal. des entreprises pour accompagner vos junior managers et Mmh. c'est très, très bien. OK, donc là, on a identifié plein d'actions potentielles à mettre en place, que ce soit de l'onboarding à des formations, à des moments particuliers, à des choses dans la durée. Mmh. OK. Maintenant, si pour faire ça, je suis RH et j'ai besoin de faire appel à un organisme externe, Mmh. qu'est-ce que je dois vérifier? Ouais, j'aime bien les top 3, donc les 3 trucs, vas-y, dis-moi les OK. 3 trucs à vérifier, OK. Le premier, je dirais, c'est le niveau de est-ce que c'est concret, ce qui est le programme, le format, etc., qui est proposé. Un peu théorique, c'est bien, mais il ne faut pas que ça. Le risque de ces accompagnements-là, de ces formations-là, c'est que ça soit très descendant. Ça existe encore, hein, je vous le dis, ça peut paraître bête, mais ça existe encore. Moi, je suis aussi un peu complètement contre les cas, les études de cas un peu, où le formateur vient et dit imagine ça, et il fait jouer une pièce de théâtre. Parfois, les managers sont mal à l'aise, les participants sont mal à l'aise, ça colle pas forcément à leur réalité. Je trouve que c'est mieux de partir de vraiment les situations que vivent. Donc, alterner vraiment des temps de théorie, ok, mais avec des mises en situation amenées par les participants. Voilà, et vraiment du partage d'outils avec une sortie, en sortie de l'accompagnement, des plans d'action concrets à mettre en place par les participants, par les managers. Deuxième point, je dirais une forme d'engagement, d'interactivité dans la manière dont est mené le programme, qui est des alternances de séquences entre, encore une fois, de la théorie, des temps de réflexion individuels de chaque personne et des temps de partage en binôme, en collectif, etc. Et puis des temps importants vraiment de partage d'expérience entre les managers
C'est vraiment ce qui fait la différence dans ces programmes-là, je trouve. Et puis, troisième point, bon, la qualité de l'intervenant. Pas toujours évident d'évaluer en avance, mais en tout cas, moi, je vous encourage à demander à rencontrer un ou plusieurs des intervenants avant de vous décider pour l'accompagnement, parce que c'est aussi très du fit humain, j'ai pas trop le mot en français, mais du relationnel, et ça fait la différence. Ouais, c'est clair. Qui était l'intervenant, même on peut voir, c'est quoi son track record, Ouais, et demander même des prises de ref, hein. On me demande, ouais. enfin, c'est possible, hein, de clients, pour avoir un retour plus neutre, que la personne elle-même, bien sûr. Et généralement, en plus, quand l'intervenant est bon, il a plein de gens à qui il peut demander des prises de Oui. ref. Les gens sont très contents de dire que ça s'est super bien passé et qu'ils peuvent y aller les yeux fermés. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter là-dessus. Donc, OK, du concret, de l'interactif Oui, et un intervenant de qualité. Et il faut se débrouiller pour vérifier la qualité de l'intervenant parce que sinon ça fait tout foirer, quoi. ouais, exactement. OK. Et je retiens du coup, éviter les cas fictifs et privilégier les cas réels des gens, en fait, pour que ça leur parle, parce que la vérité est dans le détail, quoi. Si Ouais, on dit, exactement. si je reprends, je sais pas, un truc, de feedback, en mode, Jean-Michel de la compta veut faire un feedback à Micheline de je sais pas quoi Mmh, et en fait, tout le monde s'en fout et ils vont dire, «Moi, ça me concerne pas parce que, bah, moi, mon boss, je peux pas faire ça parce qu'il a tel problème, ou il a tel trait de caractère ou il y a tel mmh, passif». Enfin, donc, exactement, exactement. Donc par exemple, sur cet exemple de feedback, moi je préfère demander: «OK, identifiez un feedback que vous devez faire dans les prochaines semaines ou un que vous devez faire depuis quelque temps et que vous n'arrivez pas à faire et préparez-le» et on travaille sur ce feedback-là qu'ils ont vraiment à faire, pour que ça leur soit utile et qu'ils puissent passer à l'action, en fait, en sortie de la formation. ouais, et comme ça, ils actionnent vraiment et ils le font vraiment parce qu'ils l'ont Oui. bossé avec toi pendant la session et donc, Mmh, il y a aussi de l'ancrage dans la pratique et c'est pas juste en théorie, on a appris plein de trucs, mais en ouais, fait, on fait rien derrière, quoi. C'est complètement. aussi ça le concret, quoi. Mmh. OK, trop bien. Mmh. Je vois que l'heure tourne, il est déjà 12h18. Oui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour qu'on puisse les traiter en toute fin de webinaire. J'ai essayé de les faire au max au fil de l'eau, j'en ai encore une ou 2 en stock. Hem, Moi, c'est le moment où, Amo ou Swad dans le chat, si vous pouvez mettre le petit formulaire de feedback avant de passer au Q&A, ça peut être sympa pour que vous puissiez nous dire, si vous avez apprécié, ce webinaire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer et cetera. C'est très, très précieux pour nous. On a déjà employé le mot feedback beaucoup pendant ce webinaire, mais donc c'est une fois de plus. Faites-nous, nous aussi, on demande des feedbacks. Comme les jeunes managers, on doit apprendre à demander des feedbacks. Et je peux vous dire aussi comment on peut vous aider. Donc là, il y a différentes manières. 1re chose, très simple, ce webinaire sera accès en replay. On va faire un article récap, j'ai vu que ça avait été demandé dans le chat au début. On va faire un article récap, de ce qui a été dit pendant le webinaire. Donc comme ça, vous pourrez le lire sans avoir à tout revoir. Ceux qui veulent revoir un moment précis pourront revoir un moment précis. Hem, 2°, et ce sera en libre accès, pardon, sur notre site internet. 2°, les fiches récap dont on vous a parlé, que ce soit la fiche de rôle, heu le management situationnel, le feedback, je me suis engagé à plein de trucs, Feedback Simulator, le test sur la confiance, bref, tout ça. Comme vous êtes inscrit au webinaire, on a vos mails, je vais vous envoyer, ces outils par email et comme ça, vous pourrez même les transférer à vos managers, qui vous pensez qui en auraient besoin. Ça peut être des super outils pour eux. Tout ça évidemment, c'est full, gratuit, machin, machin. Et dernier point, si jamais vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement un peu plus renforcé, sur les fondamentaux du management et qu'une aide extérieure peut vous aider, bah, là avec Margot, on sera dans les starting blocks évidemment pour aider, à faire progresser, à se développer vos jeunes managers et éviter en fait qu'ils se cassent le nez, enfin ils se cassent la tête pendant 3 ans à faire des erreurs et à apprendre sur le tas et en fait quelque chose qui pourrait être appris en 1 mois, ou en 3 mois et plutôt que 3 ans à la dure, quoi. Voilà, alors je regarde un peu le chat. Heu, on dirait tu le docteur Goodwin, ah ouais. OK, je connais pas le docteur Goodwin, je crois que j'ai un problème culturel, mais je sais pas du coup si c'est sympa ou pas sympa, j'allais checker ça tout à l'heure. Pas non plus. Hem, j'ai, des petites remarques ou des petites questions. Vous Oui. pouvez aussi nous mettre dans le chat d'ailleurs ce que vous retenez de ce webinaire, Mmh. tant qu'on est là, s'il y a un truc qui vous a le plus marqué, lequel c'est, Ah, ça série New peut nous aider. Amsterdam, OK. Ça veut dire que c'est une série dans un hôpital, je vois à peu près du coup. Ah mais si! New Amsterdam, en plus je l'ai vu New Amsterdam, c'est de la balle. Ouais, je vais noter. Ah ouais, j'adore. OK, super. Bref, Donc c'était un compliment, Raphaël est très heureux de ouais, c'était savoir. un compliment. Nawal. Merci Nawal. On a un premier retour de Sophie qui nous Oui. dit: «Le Codef, c'est génial et ça fonctionne pour tous les sujets».
Ouais. Voilà, super, merci pour le témoignage. Hem, on a, un autre, témoignage de Justine qui dit: «Le management situationnel de mon côté, je l'applique par tâche et par collaborateur. Mmh. Par exemple, un collaborateur expérimenté peut manquer de motivation pour une nouvelle tâche». C'est exactement ça. Mmh. C'est le couple tâche-collaborateur qu'il faut tester sur, ensuite, savoir-faire, et motivation, quoi. Ouais, Si complètement. je résume et encore une fois, les bons mots, seront utilisés dans la fiche qu'on vous enverra. Désolé pour ma vulgarisation C'est parfait. un peu obscène. Heu, Carrément. et ensuite alors une grande question de Chloé. Mmh. Je ne sais pas si elle va réussir à tout s'afficher à l'écran, mais au pire, je l'ai sous les yeux. Alors, donc encore une question, mais c'est trop intéressant, donc merci Chloé pour le compliment. Comment gérer le cas où moi, manager junior, j'ai envie de mettre tous ces outils en place avec mon équipe. Donc OK, Mmh. j'ai envie de mettre tout ça en place avec mon équipe, mais mon manager qui gérait l'activité avant mon arrivée a une vision très ancienne du management. Mmh. Donc c'est un micromanagement, management par la peur, il fait mieux que tout le monde et donc il y a beaucoup de désaccords Ouais. entre nous, donc entre mon manager qui gère l'activité qui est plus à l'ancienne et moi qui suis nouveau manager qui veut mettre ça en place. Car des fois, certaines choses que je mets en place ne fonctionnent pas, mais je pense que c'est parce que je manque d'expérience et c'est et et pas parce qu'elles sont mauvaises. Mmh. Question compliquée. Ouais, intéressant. Alors difficile comme ça sans avoir ton contexte, Chloé. En fait, ça dépend quel est-ce qu'il te laisse faire. Est-ce que c'est justement, tu as la sécurité psychologique, il y a la confiance pour que tu puisses quand même expérimenter. Et même si ça marche pas, j'imagine que il n'y a pas de gros loupés. Au pire, il n'y a pas d'impact. Et je pense pas que ce que tu proposes, il y ait des impacts négatifs pour l'équipe. Euh, Après, ton manager, il a peut-être, ah oui, t'en es un management par la peur. Le rôle du manager potentiellement, c'est quand même de créer une forme de bulle pour son équipe. Donc après, ça va dépendre de toi, quelle est ta capacité et ton envie aussi, parce que ça demande de l'énergie, à créer cette bulle-là et à expérimenter des choses avec ton équipe au, en créant, encore une fois, en faisant un peu bouclier, toi, par rapport à ton propre manager. Euh, j'ai pas de meilleure réponse. Après, en vrai, si tu veux m'écrire par mail ou me rajouter sur LinkedIn et qu'on puisse, tu me donnes un peu plus de ton contexte, je te répondrai avec plaisir. Après j'ai alors je sais pas si c'est une question ou peut-être une remarque de Dominique, Oui. qui nous dit: «Salaire déconnecté pendant entretien perf, feedback et objectifs semi-annuels». Alors, donc je sais pas si c'était une question, une remarque dans le chat et cetera, mais est-ce que toi tu peux nous dire, en gros, comment tu gères la gestion des salaires, Mm. et versus, ta fiche de rôle versus le feedback versus, l'entretien Ouais, de perf annuel? En gros, comment tu articules ça, quoi? ouais. Alors, il y a, moi, ce que je pourrais recommander dans l'idéal, et en vrai, de toute façon, en tant que manager, vous êtes dépendant de ce qui est mis en place, notamment dans le process d'entretien annuel, ce qui est mis en place par votre entreprise. Donc, j'ai pas envie de vous parler d'un idéal qui correspondrait pas du tout à votre réalité et qui, du coup, serait très frustrant. En effet, il peut y avoir enfin, même, donc moi, je trouve ce qui est pas super de la part d'entreprise, c'est dans les situations où il y a que un temps d'échange une seule fois par an au moment des entretiens annuels sur les objectifs. Euh, et donc, c'est pour ça que moi, je vous parle de la fiche de rôle avec l'idée d'en parler plus régulièrement. Ça, même si votre entreprise a prévu de manière formelle un seul échange par an, vous pouvez, vous, en tant que manager, avoir cette démarche d'échanger, peut-être de manière plus informelle, hein, pas dans l'outil RH, etc., mais entre vous, avec les personnes de votre équipe, ces objectifs de manière plus régulière. Après, peut-être l'écart dont vous parliez Dominique, vous parliez avec le salaire, c'est les augmentations, les primes, etc. Ça dépend aussi de la performance de l'entreprise. Parfois, en tant que manager, on vous retrouve avec une enveloppe et comment, pour l'ensemble de l'équipe, et comment vous la divisez auprès des différentes personnes de votre équipe. Et ce que vous avez à donner dans l'enveloppe, ce n'est pas toujours le reflet de la performance de votre équipe ou de chaque personne. Et c'est sûr que ça, c'est difficile en tant que manager de jongler entre ce que vous avez de la part de l'entreprise comme possibilité au niveau des salaires et ce que les personnes de votre équipe ont montré dans l'année.
Et après, moi, ce que je recommande, c'est quand même d'avoir un discours de transparence de la part de votre part en tant que manager avec les collaborateurs et d'identifier quels peuvent être potentiellement leurs autres leviers de motivation au-delà de juste la rémunération. D'ailleurs, c'est aussi on avait parlé tout à l'heure de la différence entre égalité et équité. Ouais. C'est là où les augmentations, c'est pas forcément tout le monde pareil, ça demande un peu de courage, Mmh. et c'est Ouais. pas égalité, quoi. C'est par contre, Mmh. on avait tous les mêmes règles du jeu et après, il faut être équitable et savoir faire les différences pour ceux Mmh. qui Mmh. ont fait la différence, quoi. Mmh mh. Trop bien, trop, trop bien. Et ça, en tant que J'av pardon, en tant que RH, pour le coup, c'est intéressant, vraiment au moment des entretiens annuels, de préparer vos managers et notamment les nouveaux managers au discours qu'ils doivent avoir, enfin aux messages clés, pas tant discours, mais aux messages clés et aux règles autour de la rémunération. Et même proposer, des webinaires, enfin des moments d'atelier, une demi-heure, 1 heure, même parfois, sur la pause déj ou autre, ça dépend de votre fonctionnement et de votre culture d'entreprise, mais où ils peuvent venir poser toutes leurs questions sur comment ça va se passer l'entretien annuel, comment ça va se passer autour de la rémunération, et le proposer chaque année en tant que RH est très aidant et ça vous évitera derrière d'avoir des retours de la part des collaborateurs qui sont assez négatifs sur les entretiens annuels. Voilà. alors je vois qu'il est 12h28, donc j'avais une dernière question Mmh. pour toi, Oui. qui était, OK, on est à la fin. C'est quoi ton meilleur conseil? Là, boum, tu as un meilleur conseil, désolé, c'est comme ça Margot. Qu'est-ce que tu me dirais? Je suis un jeune manager, le meilleur conseil que tu pourrais me donner? Ah, si tu es un jeune manager, le meilleur conseil que je pourrais te donner, Ouais, c'est joue pas au héros. Ne joue pas au héros parce que, en tant que, comme je vous disais d'ailleurs au démarrage, voilà, on peut avoir tendance quand on est nouveau manager à vouloir tout faire, justement à vouloir montrer qu'on est parfait et donc à tenter d'être partout. Alors qu'en fait, c'est difficile de prendre un nouveau rôle de manager et donc se faire aider, RH, autres managers, etc. Et, euh, et pas le jouer solo dans son équipe parce que vous allez, enfin, Raphaël, tu vas t'épuiser et tu vas sûrement te faire plus de mal qu'autre chose alors que je sais que tu as envie de faire du bien à ton équipe. ouais, ouais, c'est clair. OK, trop, trop bien. Et beh, écoutez, il est 12h29. Il y a le petit formulaire de feedback et sur ce, je sais pas si tu as un petit mot de la fin, mais moi je pense qu'on a fait le tour, on est bien, on est dans les temps. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup à tous. On a hâte d'avoir vos feedbacks et puis un prochain webinaire peut-être. Attends, et pour finir, alors là, j'ai des mots super sympas. Dominique qui nous dit: «Complètement d'accord avec vos commentaires Margot, merci». Merci Donc voilà, Dominique. ça fait plaise. Nawal qui nous dit: «Je repars avec plein d'idées à partager. Merci à tous les 2 pour ce webinaire hyper quali». Merci Nawal et merci pour le Oui. docteur Goodwin. Karine qui nous dit: «Je dois filer, merci beaucoup, super clair, contenu et posture au top, bravo à vous». Donc voilà, merci pour tous ces mots doux qui nous font, super plaisir. Chloé qui nous dit: «Je repars avec la conviction que c'est possible d'être bienveillant et les outils donnés cadrent un peu plus ce que je vais pouvoir faire avec mon équipe, merci». Bien. Super Donc Chloé. voilà, ça fait plaise. Mm. Aurore, merci, c'était top. Merci, Grégory aussi. Merci à tous les 2 de la part de Grégory. Mm. Lucie, merci pour ce webinaire très instructif. On n'oublie pas de vous envoyer, on va vous envoyer toutes les fiches. Je me fais un petit moment de love parce que quand même on a passé du temps à organiser ce webinaire, donc voilà. Manon, merci, c'était très intéressant, trop trop sympa. Merci à tous. Il y a Merci beaucoup. Justine, Dissam, voilà, ça franchement, ça fait plaisir. Merci pour le boulot Margot et on va passer à 12h31, donc je dois couper le webinaire. Merci. À bientôt tout le monde. Ciao.